La République, oui, la République démocratique du Congo, on en parle encore, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à votre nouveau numéro de l'émission Décryptage, l'émission qui décrypte justement pour vous avec un invité ou des invités sur plateau l'actualité nationale mais aussi internationale s'il est faut. Aujourd'hui nous allons parler de l'actualité qui court, l'actualité politique notamment. Processus électoral, nous sommes au niveau des campagnes électorales, mais cependant il y a des buts qui refont surface. Il y a le cardinal Fridolin Ambongo qui a publié un message qui a dit clairement qu'il n'y a aucune preuve qui démontre qu'il y aura élection le 20 décembre 2023, comme l'atteste la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Mais on va aussi parler de la campagne électorale, quels thèmes, bien quelles sont les thématiques qui doivent faire objet de cette campagne. On voit qu'il n'y a que des invectives, mais est-ce qu'il faut rectifier les tirs? On va parler de ça, mais on va faire aussi un tour d'horizon de la situation sécuritaire, parce que nous parlons République démocratique du Congo. La question sécuritaire nous touche aussi. Pour parler de tous ces sujets, je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis avec Pichou Matabisi, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Ça va? Oui, je vais bien, merci. Je salue tous les téléspectateurs de Géopolis. Merci pour l'invitation. Je salue également nos amis, mes frères de la commune de Mongafula, où je suis candidat, ainsi que tous les amis de la Lukunga. Je vous salue. Le seul numéro, c'est le numéro 289 et 923 au niveau national, 289 au niveau provincial dans la commune de Mongafula. Attention, le service commercial de Géopolis va augmenter. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes cadre à Nouvel Élan, parti cher à Adolphe Mozito. Et Adolphe Mozito qui avait récemment ici rendu public son programme de gouvernance évalué, chiffré à 300 milliards de dollars américains. Il faut le faire. Bien entendu, je suis effectivement cadre au sein du Nouvel Élan, coordonnateur de la jeunesse de la ville de Kinshasa. Okay. Effectivement, Adolphe Mozito, il est le président du parti, statutairement, et notre candidat président aux élections de 2023. Nous étions le mercredi 22 novembre que Adolphe Mozito a rendu public son offre politique, son programme chiffré, dont on est allé à la hauteur de 300 milliards de dollars, que nous allons y arriver. C'est-à-dire, ici, il faudrait que le Congolais comprenne que nous sommes un grand pays. Et le Congo étant un grand pays, nous méritons mieux. Alors, il faudrait qu'il y ait une planification. Vous allez constater qu'autour de tous ces 26 candidats présidents de la République, qui sont restés pratiquement 23, il y a, je crois, des candidats qui ont eu à présenter leur programme, mais vous allez constater que le contenu même de ces programmes, ce sont des programmes qui ne sont pas chiffrés. Alors ici, Adolphe Mozito s'est dit ceci: sur base de 10 milliards de dollars du budget actuel qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire nous allons travailler à l'espace de 10 ans, parce que notre programme, voire même les 300 milliards qu'il a projeté, c'est à l'espace de 10 ans. C'est-à-dire, chaque année, nous serons dans la mesure de réaliser, d'augmenter le budget 10 milliards. À l'espace de 10 ans, ça va nous donner 100 milliards. Et nous aurons les 140 milliards au niveau de la pression fiscale. Donc vous allez constater qu'il y a des grandes réformes que nous allons engager dans ces secteurs et qui va nous donner à l'espace de 10 ans les 140 milliards et nous aurons 60 milliards
à l'emprunt, c'est-à-dire la dette extérieure. Ici, il faudrait expliquer aux Congolais. Notre pays, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes encore vierges en ce qui concerne l'endettement. Les Congo, jour pour jour, d'éponger il y a récemment. Jour pour jour, nous avons aujourd'hui, si vous faites juste une petite balance avec notre PIB qui est à la hauteur de 70 milliards et vous prenez la dette extérieure qui est pratiquement à 6 milliards, vous allez comprendre qu'il y a une adéquation. C'est-à-dire, ça ne se marie pas. Mais si vous allez par exemple en France, si vous allez par exemple en France, vous allez voir qu'ils ont un PIB pratiquement de 300 milliards et ils ont la dette extérieure de 400 milliards. Donc la dette qui dépasse même le PIB. Voilà la raison pour laquelle nous nous disons à l'espace de 10 ans, nous pouvons être à mesure de nous endetter à la hauteur de 60 milliards pour reconstruire le pays. Parce qu'il faudrait ici que le Congolais sache que le Congo, jusqu'à preuve du contraire, le pays n'est pas encore construit. Et on doit construire le Congo. Pour construire le Congo, il nous faut de grands moyens. Il nous faut de grandes réformes dans les différents domaines qui vont nous permettre de sortir le Congo dans cet état. Parce qu'il faudrait rappeler, chers journalistes, jusqu'à preuve du contraire, le Congo, c'est un pays sous-pauvre. Nous vivons, sous-pauvre. J'ai dit sous-pauvre, c'est-à-dire sous la pauvreté. Le seuil de la pauvreté, un Congolais vit avec moins de 2 dollars. Or, suivant le standard international, pour qualifier, classifier un pays pauvre, il faudrait qu'un citoyen vive avec plus ou moins 2,5 dollars le jour. Nous sommes en dessous de la pauvreté. 2,5. Donc, allez-y comprendre, aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'émergence au Congo. On ne peut pas parler de la refondation du Congo parce que le Congo n'est pas encore fondé. Comment est-ce que nous allons refonder le Congo? Donc aujourd'hui, on doit parler de la construction du pays. On doit commencer du point du départ et pour arriver au point B. Voilà la démarche d'Adolphe Muzito. Vous parlez ici bien, mais on voit aussi ça date du côté des Muzito. On voit les candidats, on va citer par exemple Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, Denis Sanga, Martin Fayulu qui sont sur terrain. Qu'est-ce qu'il y a avec les candidats Muzito? Muzito a commencé sa campagne, je vous ai donné, c'était le mercredi le 22, dont il a lancé. Vous savez, Muzito n'a pas voulu commencer en besoin de sa campagne. Contrairement aux autres candidats, ils se sont déployés à l'intérieur du pays pour aller encore promettre les Congolais. Ils se sont déployés pour aller expliquer, donner de promesses. Mais ici, en ce qui concerne ceux qui gèrent le pays, le temps n'est pas aux promesses. Le principe de redevabilité nous oblige à ceux qui gèrent le pays. Ils devraient en principe aller donner le bilan. Où ils ont retrouvé le pays, où ils ont ramené le pays après ces quinquennats de 5 ans qu'ils ont géré le pays. Il est question de tous les autres dont vous venez de citer les noms, je ne vais pas citer les noms ici. Ils n'ont pas de programme chiffré. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu ne peux pas parler sur la question de la sécurité. Non. Denis Mukwege a donné des chiffres. Mais si vous allez constater que ce sont des chiffres qui ne reflètent pas la réalité. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous savez, la technicité avec Adolphe Muzito, c'était quoi? Muzito a procédé avant de projeter, avant de publier son programme, son offre politique. Il y a eu ce qu'on appelle la consultation de différentes couches sociales. C'est-à-dire, notre programme reflète à la réalité du pays. Contrairement, nous ne faisons pas du plagiat. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons le programme sur la modernisation des différentes villes du Congo. C'est-à-dire, c'est chiffré. Et il faut au pouvoir. Voilà la raison pour laquelle nous disons qu'Adolphe Muzito a les clés. Il détient la clé du développement. Il détient la clé de la construction du pays. Mais contrairement aux autres candidats, vous allez constater, ils sont partout. Ils sont en train de se chamailler. Ils sont en train de promettre les Congolais. Ils sont incapables de brandir un bilan chiffré. Ce qui est étonnant. Oui. On parle aussi des candidatures communes de l'opposition. Vous n'y pensez pas? Oui, et ici, sur cette question, monsieur le journaliste, moi je pense que Nouvel Élan d'Adolphe Muzito avait posé un préalable. Nous, par rapport à une expérience donnée depuis les années 60 jusqu'à ce jour, nous avons constaté que souvent lorsque les leaders politiques de notre pays se réunissent, ils se réunissent autour des individus. Ils ne se réunissent pas autour des idées, autour de programmes, autour de ce qu'ils doivent faire sur le Congo. Mais ils sont là, bon, celui-ci c'est l'enfant de, celui-ci c'est l'enfant de, bon, on pense que ça c'est un grand parti politique, ça c'est un parti historique, on doit faire ceci. Voilà là où ça nous a amené. Voilà la raison pour laquelle, par rapport à cette expérience,
par rapport à ces diagnostics qui a été opéré par Adolphe Muzito, nous avons posé la thérapeutie, c'est-à-dire il faudrait ici, avant qu'on puisse se réunir avec les autres formations politiques, nous sommes conscients, on ne peut pas se prétendre gérer le Congo seul. On doit toujours gérer avec les autres, mais nous disons ceci. Avant d'aller gérer avec les autres, au préalable, nous devons discuter sur ce qu'on doit faire pour le Congo. Dans le secteur économique, nous allons faire quoi? Dans le secteur agricole, nous allons faire quoi? Sur le plan économique, nous allons faire quoi? Sur le plan des infrastructures, nous allons faire quoi? Voilà des grandes questions. Et si vous allez constater même tous ces communicants, tous ces gens, lorsqu'ils passent dans le média actuellement, nous sommes en pleine campagne électorale. Les Congolais attendent de nous la vision, le programme, ce qu'on doit faire. Mais vous allez constater que les gens sont en train de se chamailler. Les candidats de l'étranger, celui-ci il dit ceci. Il faut pas arriver sur ces points-là de la campagne. Ça n'honore pas notre pays, chers journalistes. Alors, à ces conditions-là, le Congolais mérite mieux. Voilà la raison pour laquelle, pour répondre directement à ta question, Nouvel Élan va discuter au préalable avec les autres formations politiques dont nous aurons une même vision sur un certain nombre de points et nous allons marcher ensemble. Nous ne pouvons pas, raison pour laquelle ceux qui sont allés à Pretoria, en Afrique du Sud, qu'est-ce que ça a donné comme résultat? C'était Lubumbashi bis et ça n'a rien donné. Aujourd'hui, ils sont dans un désordre total. Alors, ils sont en désaccord. Nous ne pouvons plus commettre de mêmes erreurs. Adolphe Muzito, en tant qu'un visionnaire, il avait compris que cette démarche ne va pas produire de bons résultats. Voilà, il est là, il est imperturbable, il est en train d'y travailler. Et je vais même donner le programme demain déjà, Muzito sera, parce que notre campagne a commencé dans la ville de Kinshasa. Demain déjà, Adolphe Muzito sera au niveau du district de la Lukunga et Funa. Donc, il y a une grande mobilisation qui est en train de se faire maintenant là. Muzito sera sur le terrain. Il va palper la réalité du doigt en face avec les Congolais qui vivent vers Kapela, qui vivent chez moi là à Mongafula, qui vivent chez moi à la Lukunga. Nous serons là pour accueillir Adolphe Muzito et échanger avec lui. C'est ce que nous appelons nous les dialogues verticaux, c'est-à-dire du sommet en bas. Mais à ces conditions-là, il serait impossible parce que les temps est imparti. Il serait impossible de construire un programme quand même entre les partis de l'opposition. Mais que répondez-vous à ceux qui croient que vous faites partie, Nouvel Élan, bien évidemment, fait partie des structures politiques et organisations politiques, bien évidemment avec son chef, Adolphe Muzito, qui crée justement la zizanie au sein de l'opposition pour créer ce couloir au candidat du pouvoir, Félix Tshisekedi? Non, moi je pense qu'on a été indexé, taxé de tout. Les gens ont parlé, les gens disaient que Muzito est au sein de lui. Il faudrait parler de l'union sacrée. Parce que les gens disaient que Muzito est déjà dans l'union sacrée. Oui. Mais aujourd'hui, moi je pense que... Samuel Konde, c'était... Effectivement, non, mais justement, c'était chimérique. Vous ne voyez pas, hein, ce n'était pas une réalité. Moi je pense que vous êtes journaliste et ce sont des faits. C'est sur base de faits que vous allez vous appuyer. Aujourd'hui, on a entendu, vous n'avez jamais vu Muzito au sein de... cette coalition Union Sacrée. Muzito a même d'ailleurs sa formation politique Nouvel Élan qui a aligné plus de 300 candidats aux élections législatives, qui a atteint le seuil. Muzito a une plateforme électorale qui s'appelle Mbonda, qui a aligné plus de 400 députés. Donc Muzito en lui seul a aligné plus de 800 députés dans cette bataille électorale. Partant de notre ancrage, partant de l'implantation du parti, partant de la notoriété et du bilan ainsi que le parcours d'Adolphe Muzito, nous sommes certains que Muzito a les potentialités de gérer ces pays et donner des réponses aux desiderata du Congolais. Merci beaucoup, Pichou Matabisi. On va vous appeler déjà candidat. Bon, ici, on parle des candidats directement, on parle de l'honorable. Bon, on va parler des questions électorales. Oui. On a lu justement, nous tous à la presse, qu'il y a des doutes qui refont surface. Je vais lire un extrait, bien évidemment, des propos du cardinal Fridolin Ambongo. Au niveau de la CENI, nous n'avons pas de preuve qu'il y aura bel et bien
les élections le 20 décembre 2023. Et même s'il y en aura, nous n'avons pas de certitude que ça va se dérouler dans les meilleures conditions de transparence. Cela veut dire qu'il y a risque de désordre dans notre pays. C'est ce que dit. D'abord, il émet le doute qu'il n'y aura pas d'élections. Est-ce que ces doutes-là sont justifiés? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Moi, je pense que faudrait interroger un peu l'histoire partant du combat qu'a toujours mené l'Église catholique dans ces pays. Vous allez vous souvenir que nous avons connu dans ces pays l'archevêque Mosengo, l'archevêque Etchou, l'archevêque Maloula, et vous allez constater que tous ces évêques ont mené le combat politique aux côtés de la population, aux côtés du peuple congolais. Parce que moi, je me dis, ce que je dis là, ça n'engage que moi comme analyste politique. Ce n'est moins encore un point de vue de mon parti politique. Je suis d'accord avec des doutes lorsque l'archevêque Fridelo Ambongo, qui émet des doutes, qui dit, parce que ça, nous, Nouvel Élan, au sein de la Mouka, nous avons mené des combats, nous avons fait des marches, commençant par l'installation de ce bureau de la CENI. Commençant par l'installation, soit cette loi que nous savons des conditions dans lesquelles on l'a fait passer chez Mbosso à l'Assemblée nationale, la loi électorale. C'est-à-dire nous avons crié le problème ou la problématique du consensus autour de ce processus électoral. On n'a jamais dégagé un consensus entre les différentes parties prenantes. Ça, c'est un problème originel. Aujourd'hui, si vous constatez ce bureau-là, nous avons dans le temps dire ceci. Nous ne pouvons pas accepter une CENI, un bureau de la CENI politisé. Les gens ne nous croyaient pas. Vous avez d'ailleurs, avec Faoul, proposé une loi. Effectivement, il y avait des propositions. À ce temps-là, moins encore M. Kadima, moins encore des institutions du pays ne nous écoutaient. Mais aujourd'hui, moi, je pense que jour pour jour, l'avenir nous donne raison. Lorsque, jour pour jour, même l'Église catholique nous donne raison. Parce que nous avons été à l'Église catholique, nous avons été à l'Église protestante pour leur dire non, n'acceptez pas ces bureaux. Mais aujourd'hui, moi, je peux frotter mes mains pour dire ceci que nos pères ont compris. Pourquoi on peut mettre des doutes face à ces tableaux électoraux? Nous sommes à quelques jours des élections, monsieur le journaliste, et les Congolais qui nous suivent. Mais vous allez constater ici qu'il existe jusqu'à preuve du contraire, il y a des contraintes. Si vous suivez même la communication de monsieur Kadima, nous avons des contraintes liées à aux finances. Ce que nous appelons nous, la contrainte financière. Il y a la contrainte sécuritaire et il y a la contrainte logistique. C'est que le président de la CENI n'approuve pas. Non, il y a un problème. Monsieur Kadima a exigé une somme à la hauteur de 460 millions de dollars. Oh, c'est 300 millions. Oui, avant que le gouvernement avait déboursé 800. Donc c'était resté 300. Oui, mais il y a une contradiction en termes de chiffres, même si c'était 300 millions. Aujourd'hui, les Congolais veulent avoir clair. Il faut que la CENI, M. Kadima, ait du courage d'expliquer aux Congolais cette contrainte financière. Aujourd'hui, le gouvernement qui est censé de débourser, de financer les élections, ils sont à la hauteur de combien? Combien reste comme financement? Mais nous aurons appris que M. Kadima est derrière le banque commercial pour aller solliciter des emprunts. Chose qui n'a jamais existé. Aujourd'hui, nous sommes à 4e cycle électoral. 4e cycle. Moi, je pense que ça devrait nous servir de leçon. Vous savez que constitutionnellement, le pouvoir en place, le gouvernement est censé de faire un décaissement chaque année sur la ligne budgétaire annuelle. Une somme déterminée chaque année pour l'organisation des élections. Interrogeons l'histoire. En 2009, la ligne budgétaire, le gouvernement avait décaissé combien? À 2020, combien? 21, combien? À 2022, combien? Si ces gens respectaient les lois dans ce pays, on n'allait même pas se retrouver dans cette situation. Donc, nous sommes gérés par les gens, je ne sais pas moi comment expliquer. Alors, je reviens ici sur la contrainte sécuritaire. Lorsque M. Kadima a reçu le leader de l'opposition, il a reçu également Adolphe Mouzito, notre leader, nous lui avons présenté des conditions pour qu'on puisse aller aux élections.
Aujourd'hui, vous allez constater qu'il y a 3 territoires qu'on n'a jamais procédé aux enrôlements. Notamment Masisi, Rutshuru et Kwamutu, ici à côté. Donc nos amis, nos frères là sont congolais. Mais ils ne vont pas prendre part aux échéances électorales. Vous savez pourquoi? Parce que ils sont en l'insécurité. Et qui est censé de sécuriser le milieu, le pays, les frontières, nos villes, nos provinces? C'est le pouvoir public. Aujourd'hui, nos amis, c'est un échec de ce côté-là. Alors nous demandons ceci. Face à cette contrainte, il y a des candidats députés aujourd'hui. J'ai suivi qui ont des difficultés pour mener des campagnes électorales dans des coins là, surtout à la partie est du pays. Et à Kwamutu ici. C'est un problème sérieux. Donc, c'est une contrainte. On peut se retrouver dans un scénario en pleine élection. On est là entouré avec des rebelles qui viennent saccager, saboter, par exemple, dans des coins à l'est, là où il y a l'insécurité. Voilà la raison pour laquelle nous nous disons qu'il faudrait que le pouvoir public essaye de faire quelque chose en ce qui concerne la paix pour qu'on ait des bonnes élections. Et il y a aussi un grand point, une contrainte très majeure, la logistique. Vous allez vous souvenir que dans le temps, c'était la MONUSCO qui essayait de nous aider, de nous accompagner. Parce que le Congo est grand. Lorsque il y a un processus déjà, ils sont en plein processus de retrait. Et on est en train de restreindre leurs activités. Vous allez constater que sur l'étendue du territoire national, avec 145 territoires, aujourd'hui, si nous parlons du déploiement des kits, nous avons combien d'avions ici dans ce pays qui va s'en charger? Et ce timing-là, donc, je suis en train de peindre les tableaux pour approuver les inquiétudes du cardinal. Qu'il est dans le bon. C'est-à-dire, ça sent un peu compliqué par rapport, si nous partons sur le plan technique, et si nous suivons le discours diamétralement opposé. On nous présente, on nous dit le 20, nous aurons des élections. Oui, nous allons les élections. Mais les élections, elle est technique. Les élections, c'est un processus qu'on doit respecter toutes les étapes possibles et techniques. Mais ici, vous allez constater que lorsqu'on essaye de décrypter toutes ces étapes techniques, nous dégageons des difficultés, des contraintes. Et aujourd'hui, le grand problème réside aussi au niveau des cartes des électeurs. C'est aussi un problème, monsieur le journaliste. Il y a l'opération de l'octroi de duplicata. Mais vous savez que c'est tout un sérieux problème. D'ailleurs, ici, je profite de votre micro pour dénoncer ces mauvais comportements des agents de la CENI. Comment expliquer? Ils sont là, ils sont payés par la CENI. Mais comment expliquer? Ils sont en train de demander l'argent. Ces agents de la CENI qui demandent l'argent. Même le président de la République l'avait dénoncé. C'est honteux. Mais oui, dénoncer c'est bien. Moi, je pense qu'il faut sanctionner. On doit arrêter avec des histoires de dénoncer et on ne sanctionne pas. Moi, je pense. Il est aussi partie prenante. Effectivement, mais jusqu'à preuve du contraire, qu'est dit l'article 70 de la Constitution? Il est là, c'est-à-dire il a de plein pouvoir de sanctionner aussi à travers des institutions. Moi, je pense qu'on ne va pas se plaindre. Il faut sanctionner. Et vous allez constater que ces gens nous demandent premièrement l'argent. Et aujourd'hui, ça pose problème. Si vous allez dans les différents centres, ces opérations continuent. Nous avons des cartes d'électeurs qui ne sont pas visibles. Nous, par rapport à tous les cycles électoraux qu'on a connus ici, ces gens, Ngoyi Mulunda, Malu Malu, Nanga, ils ont eu à échouer. Ils ont connu des problèmes. Mais ils n'ont jamais, tous ces gens, ils n'ont jamais échoué au niveau de la carte d'électeur. Comment expliquer pour nous imprimer une carte d'électeur, ça pouvait poser le problème en ce qui concerne la qualité technique des machines. Ça, c'est un problème. Et même si les duplicata, c'est très bas que... les duplicata, mais non, c'est vraiment, c'est plus bas. Mais on nous a brandi ici, M. Kadima, nous reconnaissons, lui, c'est un expert. Oui, ça, mais comment c'est un expert pouvait nous produire de tels résultats? Parce qu'en management, il faut savoir que lorsqu'on se fixe des objectifs, c'est le résultat qui compte. C'est le résultat. Ici, nous voyons, nous sommes conscients à l'expertise de M. Kadima. Nous savons que c'est un expert aux questions électorales. Mais ici, nous, Congolais, nous attendons de lui les résultats. Partant de ce qu'il nous a produit, parce qu'ici, dans ce pays, on n'a pas l'identité. Cette carte d'électeur fait d'office d'une identité. Oui. Mais vous allez constater que ça pose même problème, même dans des banques. Lorsque quelqu'un qui passe pour le retrait, alors, est-ce
il n'y a pas eu de stratégie, de stratagème maléfique là-dessus pour nous jouer avec la tricherie pendant les élections. Ce sont des grandes questions que nous nous posons. Parce que voilà un scénario. Lorsque quelqu'un qui va se présenter avec sa carte qui n'est pas lisible, il ne sera pas à mesure de voter son candidat. Voilà pourquoi on donne des duplicata. On donne des duplicata. On donne un duplicata aujourd'hui. Après 10 jours, le duplicata pose encore de mêmes problèmes. C'est-à-dire le problème n'est pas résolu. Ça, c'est le 1. Et Dédé, comment est-ce que jusqu'à ce jour, on continue à donner des duplicata? Partant de l'expérience du début de ces processus, on devrait se servir de l'expérience. On devrait renflouer, donner un grand nombre de machines, par exemple. C'est une opération qui devrait se faire rapidement. Mais vous allez constater que c'est tout un problème. Et le dernier point, je vais chuter par là comme contrainte, il y a un problème de cartographie. Ça, c'est pas encore réglé, non, mais c'est pas réglé. Vous n'avez pas suivi lorsque M. Kadima a reçu tous les candidats. Mais il y a eu un problème. Pourquoi ils n'ont pas eu à signer les codes de bonne conduite? Mais c'est dû à ça. Moi, j'ai suivi un grand cadre de la CENI sur une chaîne de la place, dont j'ai tais les noms, qui dit ceci. Même si on est entré, il nous envoie au site web de la CENI pour aller consulter la cartographie. Okay. Mais on lui dit, monsieur, sur les sites, la cartographie n'est pas téléchargeable. Ce n'est même pas visible. Ça. Il dit, ce n'est pas une affaire de la CENI. Ça, c'est de l'irresponsabilité. Voilà comment est-ce que ces gens sont en train de nous tourner en bourrique. Voilà, mais nous avons, mais quand même, la dans le temps... est là, bien que ce n'est pas téléchargeable pour le moment. Non, mais comment expliquer? Non, on nous a embrayé. C'est un fichier corrompu. Il n'y en a pas. Mettez ça en public. Techniquement, il faut expliquer pourquoi c'est corrompu. Mais ça, ce n'est pas à moi d'expliquer. Parce que c'est une compétence de la CENI. Ce sont eux qui sont censés de mettre ça en public. Mais jusque-là, il n'y en a pas. Ça pose problème. Or, les élections, ça doit créer la confiance entre les différentes parties prenantes. Mais là, déjà, c'est un problème. Voilà la raison pour laquelle il y a des doutes, et les doutes continuent, et jour pour jour, nous sommes en train de regarder, est-ce qu'aujourd'hui la grande question, et la dernière question que je me pose moi, nous avons tous les kits électoraux sont sur les sols congolais? C'est la grande question que M. Kadima nous explique. Toutes ces manœuvres dilatoires qu'on a voulu mettre en place, c'était peut-être pour nous décourager, mais nous là, nous sommes dit, bien que toutes ces contraintes, M. Kadima n'a pas été à mesure de répondre aux besoins des Congolais, de donner les habitants des Congolais, des Massissi, des Rutshuru, les enrôlements. Nous ne pouvons pas faire la marche arrière. Nous devons aller aux élections pour changer des choses, pour corriger les choses. Vous allez aller aux élections pour changer des choses, pour corriger les choses. Vous avez dépeint un tableau, on va dire, très sombre du processus électoral d'abord. Mais aussi, vous avez approuvé les propos du cardinal Fridolin Ambongo sur ses doutes par rapport à la tenue des élections dans le délai constitutionnel, on va dire. Mais s'il n'y a pas élection le 20 décembre, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas quand même embraser le pays? Monsieur le journaliste, moi je pense que cette question a une réponse à notre constitution. Ah, le président de la République va rester en fonction jusqu'à l'installation effective d'un autre qui sera élu. Oui, moi je pense que en entrant au pouvoir, le pouvoir du président, M. Antoine Tshisekedi, était bien au courant que l'exercice de leur pouvoir était de 5 ans, constitutionnellement. Après 5 ans, ils étaient dans l'obligation de nous organiser des élections. Ils étaient dans l'obligation de financer ces élections. Moi, je pense que dans un pays sérieux, oui, c'est un financement, nous connaissons comme un financement, on est en train d'aller de s'endetter auprès de banques. C'est-à-dire qu'il y a eu une mauvaise planification au préalable. Si, et seulement si on respectait toutes les étapes possibles du décaissement, du financement des élections dans ces pays, on n'allait pas nous retrouver dans cette situation. Mais pour répondre directement à ta question, s'il n'y aura pas des élections, moi je pense que il faudrait qu'il y ait une solution politique. Parce que c'est notre pays. Nous n'allons pas émietter les pays. On ne va pas déchirer les pays. Mais il faut rappeler aussi que
en 2018, les élections étaient prévues le 23 décembre. J'allais terminer, monsieur le journaliste. Parce qu'en ce qui concerne... on peut décaler même d'1 ou 2 semaines. Mais ça sera un dépassement du délai constitutionnel, même d'un jour. Même d'un jour, M. Tshisekedi ne peut pas commettre cette erreur. Parce qu'il sait que lorsqu'il va dépasser les délais constitutionnels, et il sera question qu'on puisse trouver une solution politique. Parce que nous, avec tout ce que moi je suis candidat, je vous ai dit, je suis candidat à Mongafula et à la Lukunga. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas accepter, on a engagé des moyens, on a engagé des dépenses. Nous sommes en pleine campagne, on ne peut pas nous tourner en bourrique. C'est-à-dire, il y aura des élections. Et M. Kadima est censé de nous donner les élections le 20 décembre. Mais s'il n'y aura pas des élections, je pense qu'il n'y aura plus, M. Félix Tshisekedi ne sera plus légitime. Ah, ça c'est le mot. Et sur le plan légal, il y aura un problème parce que sur le plan légal, là, il sera en dehors de la Constitution. Alors il faudrait, là, en ce moment, on aura une option politique. C'est-à-dire, il ne pouvait plus gérer seul le pays. Là, je reviens à vous avec une question, ce serait un peu qui relèverait bien évidemment de votre bon sens. Est-ce que les élections à tout prix, les élections, pourquoi c'est devenu comme une fin en soi, alors que le pays a justement beaucoup de besoins, notamment en termes de développement? Est-ce que les élections, c'est vraiment une fin en soi, ou bien c'est justement un moyen pour faire accéder certains d'entre nous au pouvoir? Oui, moi je pense que nous avons accepté la démocratie dans notre pays. En fait, donc on ne peut jamais parler d'une démocratie sans élection. Parce que dans une démocratie, le pouvoir, c'est le peuple qui donne le pouvoir. Oui, donc comme nous disons chez nous, au Nouvel-Élan, peuple Mokondi. Donc c'est le peuple qui donne le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. C'est-à-dire, c'est un exercice démocratique que nous sommes censés de respecter. Et il y a c'est bien spécifié constitutionnellement. Moi, je pense que dans ces pays, nous ne manquons pas l'argent pour organiser les élections. Ça, c'est vrai. Ces pays ont beaucoup d'argent. Nous avons, et lorsque vous allez vers des individus, des grandes personnalités, il y a les gens qui ont un budget plus que l'État congolais dans ces pays. Ça, il faut prouver. Hein. Si mais je te jure, on a quel budget? Ça, il faut prouver. On a un budget aujourd'hui en ressources propres de 10 milliards de dollars. Leur projection, pratiquement, c'est à 16 milliards. Mais nous avons des individus, même les gens qui sont au pouvoir, qui ont beaucoup d'argent plus que l'État, plus que le budget de l'État. Nous ne manquons pas l'argent, c'est un problème de la volonté politique. Moi, je pense que nous sommes très mal habitués dans ces pays. On veut toujours tourner les Congolais en bourrique. On veut toujours nous maintenir dans cette situation. Mais on doit avoir quand même les soucis de ces peuples qui croupissent dans la misère. On doit avoir les soucis de ces pays qui est stagné, stationné. Rien ne marche. Aujourd'hui, on peut nous dire oui, mais non. Faut aller voir la réalité en face avec des chiffres. C'est créé. C'est un problème sérieux. Donc, il y a un problème de volonté politique pour qu'on puisse avoir des élections. S'il y avait de la volonté politique, on devrait avoir des élections sans contrainte et sans problème. Il n'y aurait même pas ce débat. On n'allait même pas se retrouver dans ces débats. Vous êtes acteur politique, vous êtes aussi observateur en même temps. On a lancé la campagne électorale depuis le 19 novembre. Bien évidemment, s'il faut dire un mot par rapport à ta lecture, par rapport à votre lecture, ça sera? Oui, merci beaucoup. Ma lecture par rapport à la campagne électorale, dès le début jusqu'à ce jour, 8e, 7e jour, vous allez constater qu'en réalité, là je fais vraiment une observation comme un Congolais. Vous allez constater que beaucoup de candidats n'étaient pas prêts pour les élections. Comment ça? Je vais t'expliquer. Et vous allez constater que, voire même les candidats du pouvoir de l'Union sacrée, ils n'étaient pas prêts. Pendant que eux nous taxaient que nous, on voulait les dialogues. Mais en réalité, ce sont eux qui voulaient les dialogues. Parce que, comment expliquer, depuis qu'on a lancé la campagne électorale, allez voir. Mais il a fait déjà plus de 4 provinces. Hein? Non, mais moi, quand je parle des candidats de l'Union sacrée, c'est-à-dire LR candidat président et tous les candidats au niveau de la législative et provinciale et consorts. Donc, vous allez constater qu'il y a une sorte de morosité là, mais certainement, nous sommes là, on est dans la campagne, on est en train d'y travailler et nous sommes plus face aux Congolais
avec des porte-à-porte que nous sommes en train de faire, parce qu'ici, il faut expliquer aux Congolais. Je parle de la campagne électorale générale, hein, de manière générale. Bien entendu, mais vous allez constater ce qu'on a eu à constater encore entre ceux qui se sont précipités sans toutefois présenter aux Congolais le programme. Ils sont là en train de se disputer. L'autre c'est un étranger, l'autre ceci, c'est là. Donc, Ezali campagne Yabamboua qui est là, comme on dit à Lingala. Or, ce n'est pas ça le résultat. Ce n'est pas ça l'attente du peuple congolais. Le peuple congolais veut écouter ces gens sur un terrain de programme, sur un terrain de l'offre politique, sur un terrain de planification concrète. Un nom de promesses chimériques, un nom de promesses, vous allez promettre les gens de choses qui ne vont même pas exister. Mais la campagne, c'est une promesse, justement. Toute campagne électorale, même aux États-Unis, ce sont des promesses qu'on donne. Oui, je suis d'accord avec toi. La campagne électorale, c'est une promesse, mais non seulement de promesse, c'est aussi un moment de redevabilité. Ouais. C'est aussi un moment celui qui a géré. Effectivement, il doit nous présenter les bilans. Où il a trouvé le pays, où il a laissé le pays. Et s'il faudrait réellement maintenir les acquis là, on doit le maintenir sur base de quoi? Parce qu'il y a des acquis, il faut les maintenir. Non, justement, on doit quitter de point A au point B, non? N'est-ce pas? Oui. Oui, par exemple, nous avons retrouvé 55 km de routes que nous avons dans ces pays. Pratiquement, les routes qui sont construites, c'est le 5%. C'est-à-dire nous avons 3000 routes, 3000 km plutôt de routes construites dans ces pays. Et je vais vous étonner, vous décourager même, sur les 3000 km de routes qui sont construites dans ces pays. Quinquennat. Non, j'ai dit bien, dans l'ensemble, pas pendant ces quinquennats. C'est là où je vais y arriver. Okay. Il faudrait que nos amis maintenant nous prouvent, dans leur quinquennat, ils ont construit combien de kilomètres. Mais moi, je te donne d'abord la situation dans sa globalité. Sur les 55 000 km de route, il n'y a que 3 000 km de routes qui sont construites dans ces pays, en République démocratique du Congo. Dans les 3 000, nous avons 1 500 de routes, des kilomètres de routes qui sont macadamisés. Et 1 500 autres, terre battue. Bon alors, nos amis qui sont au pouvoir, ça j'ai pris juste un cas. Je suis en train d'illustrer ces cas. Ils devraient nous expliquer que nous avons par exemple retrouvé 1450 km de routes construites. Et voilà, pendant notre quinquennat, nous avons eu à construire peut-être 50 km de routes. C'est ça un peu le bilan. Mais lorsqu'on vient nous expliquer des choses, il y a eu des acquis, on doit le préserver. Mais non, essayez de nous quantifier ces acquis. Où vous l'avez retrouvé? Parce que le Congo existait. Bien que mal. Avec tout ce que nous avons enduré pendant M. Kabila, mais le Congo existait. Il faudrait que nos amis aient du courage de nous expliquer, de présenter les bilans. Mais vous allez constater dans leur bouche, il n'y a aucun candidat là qui va battre notre candidat. Mais ils ne vont pas battre votre candidat sur base de quoi? C'est la grande question que moi je me pose. Non, nous devons aider ces pays et le pays doit changer. Voilà la raison pour laquelle un citoyen, un homme expérimenté, crédible, et qui maîtrise les données de l'État, qui maîtrise les problèmes du pays, il est venu, il est sorti, il nous a projeté le budget. Et moi, je pense que à travers l'offre politique d'Adolphe Muzitu, c'est la clé pour que le Congo puisse se relever. Vous pensez qu'avec Adolphe Muzitu, c'est la clé pour que les Congos et les Congolais, bien évidemment, puissent décoller? On va changer un tout petit peu de thème. On parlait justement, chers téléspectateurs, des élections, de la campagne électorale avec Pichou Matabisi. Ici, il est cadre de Nouvel Élan. On va parler de la sécurité, mais nous tendons aussi vers la fin de cette émission. On va parler de la question sécuritaire. Vous êtes les partisans de la construction d'un mur entre la RDC et le Rwanda. Le Rwanda qui est justement l'ennemi de la RDC. Mais la RDC a quand même eu des accords avec l'EAC. Et aujourd'hui, le divorce est consommé entre la RDC et cette force régionale. Est-ce que c'est tôt, c'est tard, ou bien est-ce qu'il fallait vraiment qu'on se débarrasse de cette force alors qu'elles étaient venues pour nous aider?
Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette question liée à la sécurité de notre pays. Ça, c'est une question qui touche tout le monde. Patriotique. Si cette question, on n'a pas la majorité, je l'ai toujours dit, on n'a pas l'opposition. Justement. Parce que lorsqu'il y a le fait, et c'est tout le monde. Mais ici, il faudrait rectifier un élément. Le Rwandais ou le Rwanda n'est pas notre ennemi. Mais il y a l'ennemi. L'ennemi, c'est ce monsieur Paul Kagame, et avec sa politique. C'est lui l'ennemi des Congolais. Parce que nous, comme Congo, le pays, avec les Rwandais, nous n'avons pas de problème avec le peuple rwandais. C'est ce qu'a toujours préconisé Adolphe Muzito. C'est-à-dire depuis 2019, lorsque Muzito avait déclaré qu'il faut faire la guerre avec le Rwanda. C'est-à-dire qu'il faudrait faire la guerre avec le régime de Paul Kagame. Parce qu'avec sa politique expansionniste, ils sont là, ils visent que nos minéraux. Ils visent que la richesse du pays. Ils visent que nos espaces. C'est ça. Alors, il est là comme un sous-traitant. Alors, pour lui, il faut semer la terreur. Ça, c'est le mode opératoire de Paul Kagame. Et il faudrait bien comprendre Kagame. Malheureusement, nos amis au pouvoir, dès l'entrée du jeu, ils n'avaient pas compris Kagame. Mais Muzito, à partir, à travers de son expérience, il avait dit depuis 2019 qu'il faut construire un mur, il faut faire la guerre avec les Rwandais. Et nous sommes aujourd'hui les hommes les plus heureux dans ces pays, parce que nos amis du pouvoir nous ont rejoints avec cette proposition, parce qu'il faudrait ici savoir une chose. Cette proposition de la construction de murs entre les deux frontières, on ne dit pas, peut-être il faut bien expliquer aux Congolais. Nous ne disons pas que nous allons construire un mur entre le Congo et le Rwanda et il n'y aura plus de relations ou de coopération bilatérale entre les deux pays. Non. Il y aura nos services il y aura un corridor qui vont rester et il y aura des services de part et d'autre. Ici, la mission, c'est quoi ou l'objectif? C'est de contrôler les accès. Mais notre frontière là à l'est, c'est passoire. Les gens entrent comme ils veulent, les gens exploitent comme ils veulent. Ici, l'objectif, c'est de contrôler qui peut entrer en RDC. Il faut se mettre en ordre. Nous avons des services, il y a la DGM, il y a des services de douanières et consorts. Donc, ici, c'est dans le but de contrôle. Avez-vous déjà un budget par rapport à cette construction? Effectivement. Vous savez, Muzito avait proposé ceci. Je vais vous livrer parmi nos réformes, c'est résumé dans 60 politiques publiques. Aucun candidat en a ici dans ce pays. Vous avez lu tous les programmes. Muzito a 60 politiques publiques comme réforme qui renferme son offre politique. Je vous donne une politique publique liée à la construction de ces murs. Nous avons dit ceci. Il faudrait désormais penser à augmenter le budget militaire à la hauteur d'1% du budget annuel. C'est-à-dire, si et seulement si on essaie de projeter le budget. Attendez, non, c'est différent, mais vous comprenez d'où l'origine, c'est Muzito. Ça, on ne peut même pas faire un débat, mais nous l'avons modifié. Nous avons proposé ceci. On doit chaque année soutirer les 10% du budget. C'est-à-dire, si nous atteignons le budget de 20 milliards de dollars, il faudrait ramener les 2 milliards dans le secteur militaire. Si nous avons un budget de 30 milliards, il faut ramener 3 milliards jusqu'à ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les pays de grandes démocraties, les pays comme les États-Unis et consorts, lorsqu'ils ont de grands budgets, mais non, ils ne sont pas réveillés un bon matin pour augmenter ces budgets, mais c'est un travail qui doit commencer quelque part et mettre en place une politique publique pour augmenter. Il faudrait aujourd'hui même les militaires qui sont en front. Vous savez qu'il y a les militaires qui sont là, mais ils ont des fois des problèmes. Alors il faut penser à l'amélioration de leurs conditions de vie. Il faudrait déployer des équipes de militaires spécialistes qui vont rester tout au long des frontières. Ces gens-là auront une prime de 500 $ par militaire. Et vous savez des problèmes qu'on a dans ces pays avec l'emploi. Je pense que tous les jeunes vont s'engager d'aller au front pour aller sécuriser la frontière. D'abord, c'est pas des promesses. Non, mais vous savez, il faudrait toujours, moi j'ai toujours interrogé l'histoire. Une histoire récente. On a connu dans ces pays une coalition FCC Cash. Ces gens nous ont pris 2 ans de disputes,
des problèmes, des conflits, sans travailler. Mais lorsque vous venez avec un programme, avec une offre politique bien définie, bien fixée, vous n'aurez même pas de temps de discuter, monsieur le journaliste. Une fois vous accédez au pouvoir, vous savez qui peut jouer le rôle d'un ministre de Finances. Vous aurez une idée qui peut jouer le rôle du ministre de Défense. Mais nos amis ont tâtonné. Après 2 ans, 3 ans, et tu comprends, tu es journaliste, tu en connais un peu. Donc, nous voulons corriger ces choses. Et nous sommes fiers parce que nos amis du pouvoir ont emprunté le vocabulaire d'Adolphe Muzito. Parce que lui, quand il met à travers ses tribunes, il le met sur la place publique. Il ne le met pas pour lui ou pour sa famille, mais c'est pour le Congo et c'est pour les Congolais. Donc il y a toute une tribune pour la construction de murs. Et il y a toute une tribune pour que nous puissions faire la guerre avec les Rwandais. Nous avons des raisons. Partant de la richesse que nous possédons, les sols et les sous-sols de notre pays, nous serons toujours dans l'obligation de protéger nos frontières. Aujourd'hui, M. Kagame peut partir, mais demain, il y aura un petit Kagame prédateur qui viendra encore chercher à voler nos richesses. Voilà la raison pour laquelle nous qui sommes aujourd'hui en train de projeter sur la sécurisation de nos frontières, demain nos enfants viendront, il faut qu'ils trouvent que le terrain était bien préparés. Sinon, ils seront toujours victimes des Rwandais. Voilà la raison pour laquelle. Parce qu'en ce qui concerne la potentialité, la réserve stratégique, on a beau bien écouter, le Congo est un pays potentiellement riche, mais oui, cette richesse, nous devons, nous Congolais, réfléchir comment quantifier cette richesse, comment protéger ces richesses. Aujourd'hui, avec la matière, toute la matière première que nous possédons aujourd'hui, des matières stratégiques, vous pensez que tous ces multinationales vont laisser le Congo à l'aise? Non. Alors nous sommes dans l'obligation de mettre en place des bonnes politiques publiques, des bonnes réformes pour en ce qui concerne la sécurisation de nos frontières. Merci beaucoup Pichou Matabisi d'être passé. On va rappeler aux téléspectateurs que nous avons parlé des élections. On a aussi parlé de la question sécuritaire avec le départ bien évidemment des forces de l'EAC. Mais on parle aussi de la force de la SADC qui arrive. Hein. Oui, bien entendu. Vous savez, on n'a même pas aussi touché du départ de forces régionales parce que ces gens nous ont tourné en bourrique. Ils étaient allés, ils ont fait Luanda 1-2, Nairobi récemment, il n'y a pas eu d'accord. C'est-à-dire, ici, à travers les 10 recommandations que Muzito avait données, moi je pense qu'aujourd'hui, sans montrer des limites, c'était important qu'on puisse, que ces gens, la force de l'EAC puisse dégager. Parce que ces gens, non, d'abord l'EAC devrait dégager. Mais là, avec la SADC, moi je suis d'accord, interroger l'histoire, comme je l'ai dit, en 98, ici, ce sont des forces de la SADC qui nous ont aidés lorsque nous étions agressés par le Rwanda, Ouganda, Burundi, avec Laurent Désiré Kabila. Nous avons vu des militaires angolais qui se sont déployés ici et ce sont eux qui nous ont aidés pour libérer l'Est du pays. Merci beaucoup. Alors, moi, je peux finir. Je vous donnerai la parole. Ok, merci. Merci beaucoup pour votre sincérité, quand même, d'avoir accepté ces choix, on va dire, qui est venu en deuxième lieu de la force de la SADC. Bien évidemment, chers téléspectateurs, on a parlé des élections, mais des élections, c'est aussi, j'ai en face de moi, bien évidemment, un candidat. On va revenir un tout petit peu à ces... Quelles sont les problématiques ou quels sont les problèmes qui se posent, en quelques mots, dans votre circonscription et que vous pensez que, en étant, bien évidemment, si vous avez la confiance, vous allez en finir. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ici, moi, je suis candidat aux élections provinciales dans la commune de Mongafula au numéro 289 et national au numéro 923 à la Lukunga. Ici, il y a un problème. Le vrai problème, je suis révolté parce que j'ai toujours demandé, et je suis en train de demander à nos électeurs, lorsque je fais mes descentes, ils doivent me poser la question pourquoi je veux devenir député. Je veux devenir député parce que je suis révolté par rapport à la gestion de la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa mérite mieux. Aujourd'hui, si vous allez, je fais des analyses, on peut revenir avec une émission ici, détaillée. Vous allez constater que la manière dont M. Ngobila gère la ville de Kinshasa, c'est inacceptable, cher ami. Comment on gère une commune? Quelles sont les relations? Comment on constitue un budget? Nous avons des communes sans budget. Comment? Parce que toutes les communes ne sont pas budgétisées. Mais c'est anormal, étant une entité, une commune doit avoir un petit budget.
Parce qu'il y a un fonctionnement. Parce que la commune prend en charge des gens. Vous avez le gouverneur à installer les différents services qui s'appellent le numérique dans les différentes communes, dont il perçoit 9 $ par document. Et il y a les 1 $ qui restent au niveau des communes. Comment est-ce qu'on peut parler de la construction des communes? Nous avons ce qu'on appelle la rétrocession, qui se passe au niveau national, entre le gouvernement envers les provinces, et au niveau des provinces avec des communes. Aujourd'hui, vous allez constater la gestion du commune. On ne sait même pas le nombre de chefs de quartier. Tel que chez moi à Mongafula. Mongafula contient 29 quartiers. 237 localités. Ce sont des gens qu'il faut gérer. Parce que toi, le gouverneur, le bourgmestre, tu ne vas pas te déployer le fait fond. Mais il y a des gens qui vous représentent. Comment vous gérez ces gens? Nous avons dans les secteurs, par exemple, les secteurs de l'éducation, les secteurs de la santé. Ce sont des secteurs, ce sont de compétences, les compétences exclusives de province. Mais ces compétences sont confisquées par le gouvernement central. Voilà des grandes questions que nous allons nous battre pour qu'on puisse, que cette décentralisation soit réellement effective, qu'on puisse bien gérer des villes comme la ville de Kinshasa. On ne peut pas gérer une grande ville de Kinshasa avec des promesses. Et vous voyez le président de l'Assemblée provinciale avec celui qui est dans l'exécutif commencer à s'échanger comme des petits enfants. Ça n'a pas honoré les hommes politiques dans ces pays. Nous sommes là, on doit changer le leadership. Il faut un nouveau leadership pour la ville de Kinshasa. Il faut un nouveau management pour la ville de Kinshasa afin d'appliquer des politiques d'extension de la ville dont nous souhaitons dans notre plan d'action et de politiques de modernisation de la ville de Kinshasa. Parce qu'ici, il faut faire déplacer la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa qui regorge 24 communes. Mais il y a le 22 communes qui se retrouvent dans un petit espace de 1000 km². Et nous avons 2 communes qui se retrouvent dans un grand espace de 90%, pratiquement 900 000 km², notamment Nsélé et Maluku. Voilà raison. Non, c'est toute une politique que nous allons mettre à musique et proposer dans une majorité pour l'applicabilité. La ville de Kinshasa a un plan directeur qu'on doit exécuter. Tous les gouverneurs qui sont passés dans la ville de Kinshasa n'ont jamais exécuté ces plans. Nous disons et nous demandons aux enfants de Mongafula, de la Lukunga et de Kinshasa de nous faire confiance afin qu'on puisse mettre en musique ces plans d'urbanisation. On ne peut pas parler du développement dans une ville mégapole comme Kinshasa sans exécuter un plan de modernisation. Soki toko kite, toko sukawana, baibakoya, bako continuer et c'est ce qu'on appelle la continuité de l'État. Mais on ne peut pas avoir peur de nous relancer dans des grands projets du développement. Pichou Matabisi, merci. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. À vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Si vous nous avez reçus 5 sur 5 chez vous, il faut dire merci à l'équipe technique des Géopolis Télévision, mais surtout à l'équipe technique de décryptage. Là, je vois Béni Ifombo Montréal, Papa Noël Tunda, à la coordination de l'équipe technique. On voit Alice Pemba, Serge Kaniki, les managers. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de votre émission Décryptage. À nous retrouver le mercredi aux mêmes heures, mais aussi avec le même plaisir. Au revoir. Ça a été chaud.